Erev Tov, Khazak de continuer à vous brancher comme ça et d'apprendre beaucoup de Torah. En attendant que le minyan se comporte, une petite histoire que un des Ikna Chassidim, il est reçu chez le Rabbi et il s'excuse auprès du Rabbi, il dit Rebbe, j'ai rêvé de votre beau-père, du Rabbi Arias. Normalement, je n'aurais pas dû vous déranger, mais c'est connu que lorsque on a un rêve comme ça qui vous trouble, il faut le prendre à cœur. Et donc, comme mon rêve est extrêmement précis, donc qu'est-ce que je dois en déduire? Voilà, je vous dérange pour ça, mais vraiment, ça, c'est important pour moi. Le Rabbi l'écoute avec beaucoup de sérieux et lui dit raconte-moi un peu, c'est quoi ton rêve? Eh bien, le Rabbi m'incite à m'impliquer dans une cause charitable, dans un lien de Gmut Sadim. Je suis très, très occupé. Et j'ai dit au Rabbi que c'était très difficile pour moi. Alors, le Rabbi Rayatz lui dit, bon, si tu es très, très occupé, fais-le quand même, n'annule pas, mais implique-toi un peu dans ce nouveau projet. Implique-toi un peu. Le Rabbi le regarde avec beaucoup de sérieux, et le chassid, le Zaken, attendait que le Rabbi lui dise, oui, non, continue, etc. Il dit un mot de mon beau-père, il faut prendre extrêmement, extrêmement en sérieux. Alors le chassid dit, bon, donc ça veut dire extrêmement sérieux, il ne fallait pas trop s'investir. Bon, étant donné que moi j'ai déjà beaucoup d'activités, à ce moment-là, le Rabbi lui fait un sourire. Il dit, il faut prendre très, très au sérieux. Il vous avait dit de quoi faire, de prendre le projet en main. Et avec le sourire, il dit, mais vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas un rêve sans Dvarim Betelim. C'est un petit peu. Dans chaque rêve, il y a du vrai, mais il y a un petit peu de Dvarim Betelim. Le Rabbi avec le sourire, il dit, je pense que la Dvarim Betelim, c'est comme mon beau-père vous a dit de prendre un petit peu. En fait, il faut tout prendre. Voilà. Ça, c'est une image, une histoire telle qu'en rapport du Rabbi. Toujours demander plus. Hein, toujours plus, toujours plus, toujours plus. On demande un peu, on prend beaucoup. Bon, c'est connu, hein, c'est très connu. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que pour nous, c'est un très grand enseignement. Il faut toujours au-delà de nos limites. J'ai envie de vous dire qu'il faut être toujours fatigué. Il n'y a pas de choix. Et Dieu donne des forces. On voit que les données à Torah, ils ont vécu vieux, pas forcément très très bonne santé tout le temps, mais ils ont vécu au Hachem, il est toujours fort, toujours l'esprit clair, jusqu'à un âge très très avancé, c'est connu. Donc investissez-vous bien et par Hachem, Dieu donnera les kochot de pouvoir assumer toutes les achlatot, toutes les bonnes décisions que l'on prend. Un peu d'histoire, avant le cours de shiur d'aujourd'hui, un peu d'histoire juive. Vous savez qu'on est le 2 Sivan. Hier, c'était Rosh Chodesh, le 9 Sivan. Bon, la Gemara me raconte, et c'est apporté en Shulchan Aruch Admor Zaken, que quand ils sont arrivés, le premier Rosh Chodesh, Sivan, ils sont au pied du Har Sinaï, l'Omaraem Melomide, il leur a rien dit, Mishum Tira de Ocha, à cause de la fatigue c'est un peu étonnant, du chemin dans le désert, on a marché pendant 48, là on était, en fait, Rosh Chodesh était, on va dire, 40 ans, on va dire 42 jours, 43 jours qui avaient marché, étaient épuisés, poursuivis par les Égyptiens, puis l'ouverture de la mer, bon, ils ont erré dans le désert. Je suis revenu les dire de se reposer. Bon, il y a toute une sikha qui explique, et ça veut dire ce repos qu'ils ont pris. Donc, il ne les a pas incités à une avoda spéciale. Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, le bête, il a commencé à les préparer à Matan Torah. Il leur a dit, vous êtes Memlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Entendez ça, c'est vrai. Le deuxième jour du mois de Sivan, la seconde année, la première année de la sortie d'Égypte, alors le clan d'Israël est en train de se bâtir, se construire. nous sommes mignons. Hein? Vous êtes une nation de Kohanim. Chaque juif fait partie du clan d'Israël. On est là pour répandre le divin que Hachem Echad ou Shmo Echad dans le monde. Même les Kohanim, chaque juif c'est un Kohen. Bon, dans le clan d'Israël, il y a une Adraga, il y a Kohen, Lévi, Israël.
Mais tous les juifs sont même les Kohanim. Ils ont préparé cela. Et un goy kadosh, un goy qui est séparé aussi. Avec Kohanim, il y a deux sens. Le Ramban, il dit c'est un Kohen, un prêtre. Rachid dit que c'est Sarim. Rachid. Kohanim, il traduit Sarim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu nous a préparé, comme un rabbi dans les histoires qu'on raconte, comme ça, il nous prépare, il veut de faire des Sidim, des gens qui ont une certaine manière de vivre. Toujours rebondir, toujours plus loin, toujours plus, jamais décourager, jamais dire qu'on est fatigué. Ça ne résiste pas à la fatigue. Il faut toujours continuer, continuer. Il a fallu qu'il les forme. Kohanim d'abord. Les Kohanim dans le désert. Ensuite, en Eretz Israël, étaient Prouchim, étaient éloignés, n'étaient pas investis dans le monde comme les Israël. Tout leur travail, c'est dans Beth Amikdash, c'est les Korbanot, Yom Kippour, le Laktoret, tous les Yanim de Kohanim. De l'autre côté, Sar. Il leur a donné cette force d'être des princes. Des princes, un prince par définition, c'est quelqu'un qui domine. Qui domine. Cette force de dominer, et oui, il nous a donné la force de pouvoir dominer nos instincts, de pouvoir dominer nos tavot. On a cette force. Dieu nous l'a octroyée. C'est sûr qu'il y a un travail, hein, on peut avoir un potentiel extraordinaire et rien faire aussi, ça c'est évident. On peut être très intelligent, génial et rien faire, oui. Mais le potentiel, nous l'avons. Le potentiel de Kdusha, comme un Kohen, le potentiel de Sar, Sarim, pouvoir dominer de ce qu'on est. Ça, c'est le de Hebron. Donc, je vous en parle, on fait de l'histoire juive, mais il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, le Bet Sivan, Moshe Rabbeinu a préparé Israël à être Kohanim Goy Kadosh. Demain, et après-demain, c'est encore 2 jours de préparation. Demain, le 3, c'est Mitzvah de Agbala. Vous allez voir encore, c'est toujours les mêmes concepts, mais très très beau. Il faut encore une fois, hein, comme Admor Azaken nous demande, dites-bonez-nous sur Avat Hashem, toujours toujours passer 1 minute, 2, 3, 4 minutes, et pourquoi pas 1 heure et 2, mais au moins 1-2 minutes à penser à ces concepts. Avat Hashem, tous les jours, sans exception, dans le but, en conduisant, tout le temps. Agbala. Ils avaient envie de monter au Arsina et s'approcher de Dieu. Alors que je vois beaucoup les deux, non? Interdit. Chayav Mita. On était Chayav Mita si on essayait de monter dans le désert. Agbala. Il y avait des gvoulottes. Il y avait des frontières. On ne pouvait pas monter. Et le lendemain, ça c'est donc demain, le 3. Et le 4, c'est le fameux jour de Prisha. Il leur a dit, séparez-vous de vos femmes, parce que le 6, Sivan, je vais vous donner la Torah, il faut que tout le monde soit pur. Or, tant qu'il y avait du Zera, Beisha, donc elle ne pouvait pas être pure. Donc au bout de 3 jours, on était sûr que le Zera était fini, et donc on pouvait se tremper, être pur. Qu'est-ce qu'on voit encore dans ces 2 mitzvot? Agbala et Prisha. Agbala, on arrive après tous ces jours de marche. On veut se fondre dans la chaîne, on veut monter dans Arsina, on veut monter, on veut comme les anges, comme la Dababiou. Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Éloignez-vous. Vous n'êtes pas encore au niveau de pouvoir vous fondre dans le divin. C'est la fameuse allégorie de Ratso Veshov, marquée dans les prophètes. Le travail de Chassidut, Ratso, toujours avoir envie de se procher, de se fondre dans la chaîne, toujours on veut monter en Kdusha, on veut sortir de la matérialité, on veut être plus raffiné. Hachem dit oui, mais doucement. Vous n'êtes pas comme la Dababio. Restez sur terre, restez des hommes. Ok, on reste sur terre. Alors donc, on va faire des rabats tartonim, on va profiter, on va regarder partout dans le monde. Le 4e jour, c'est quoi? C'est Prisha, non? On s'éloigne de nos femmes. Quand on veut être complètement dans le monde, alors la Torah, hop, elle nous dit attention, faites attention, travaillez sur vous-même. Voyez encore j'en ai déjà parlé, cette espèce de paradoxe perpétuel avec lequel on vit. Quand on veut être des anges, donc il ne reste un homme. Quand on veut être un homme, on dit attention, il faut essayer de rester un ange. Voilà, toute notre vie, on vivra avec ce paradoxe. On sera tiré de tous les côtés. Quand tu dis Torah, tu as du remords de ne pas faire Afatsa. Quand tu fais Afatsa, tu as du remords de ne pas faire Torah. Ben, il faut se débrouiller avec ces paradoxes. On vit dans le paradoxe. Et pourquoi? Parce que pour obtenir l'infini, il faut essayer toujours d'être tiré de tous les côtés. C'est ça que ça marche. Chacun tire de tous les côtés. Et comme ça, on tire le maximum, l'essentiel de tirer le maximum de nous. Donc le premier jour, le repos auprès de Arsinaï. Le deuxième jour, même Lechet Kohanim et Goy Kadosh. Aujourd'hui. Demain, Agbala. Si tu veux être un ange, on a envie de prendre le matin Torah très bientôt. Et attention, reste un homme, Dirabat Artonim. Alors, je vais faire Dirabat Artonim. Oui, mais Prisha, éloigne-toi de ton épouse, ça veut dire essaye d'être quand même un petit ange quelque part. Voilà, ça c'est les cadeaux de préparation. Et avec ça, avec Hashem, ils ont pu
finir les 2 jours, le 5 et le 6e, et faire Kabbalat Torah. Rappelez-vous, c'est un Shabbat, hein, le premier Kabbalat Torah, c'est un Shabbat. C'était le 6 Sivan. Bon, Marloket Anaïm, hein, vous connaissez les dapim de Gemara, dans Shabbat, dans Masrat Shabbat, on écrit la nuit de la veillée, mais en tout cas, la halacha, c'est que c'était le 6 Sivan, et comme ça, la halacha. Donc, retenez-vous bien, dans la petite histoire que je viens de raconter, encore le vieux chassid qui a un rêve du Rayat. Et le Rayat lui dit, prends cette institution, occupe-toi d'elle. Il dit, mais je ne peux pas, j'en ai trop. Le Rayat dit, bon, alors prends un peu. Le Rabbi lui dit, prends. Et dans ton rêve, il y avait un peu de Dvarim Betelim. C'est quand le Rayat, ça dit un peu. Ça, c'est Dvarim Betelim. La vérité, il faut prendre tout. Comme ça. Tu as une première, maintenant, tu peux 2. Yesh Lomea, Rotse Mataï. Tu as 1 million, tu veux 2 millions. Alors, dans les mitzvot, c'est pareil. Dans la Torah, c'est pareil. Tu as fait 2 fois le chasse, et bien tu la feras 4 fois. Dis même que Dieu nous donne les forces et le temps et la disponibilité tout de faire cela. Voilà donc tout le programme. Le programme donc, de ces jours, hein, c'est des jours saints. Attention, on est en Sivan, on s'approche de la Torah, on s'approche de... Un phénomène va se repasser une 2e fois, Dieu il va descendre, va guérir d'Hachem, il va redescendre encore une fois dans la Torah un peu plus. Mitzatzem, Etlatzmo, Avatolam, c'est-à-dire Hachem, il s'est contracté dans le monde par Ahava pour le clan Israël. Et donc, que le visage que vous donnez à l'eau, ben, il vous est renvoyé. Donc, puisque Dieu nous donne tellement d'amour, donc forcément, on doit lui rendre cet amour et on doit l'augmenter en nous de jour en jour. Voilà, messieurs. Maintenant, on va revenir sur nos... Juste Rav Zerbib. Aujourd'hui, je vais vous faire un tour sur Agalat Kelim. C'est des choses que beaucoup connaissent, certes. Vous nous entendez? Je trouve que de nos jours, avec le jeu de table, avec les Kelim, Khat Pahami, etc., on n'a pas beaucoup l'occasion de cacher. On n'a pas beaucoup l'occasion. Malgré tout, quoique l'occasion n'est pas très fréquente, mais il arrive fréquemment qu'il y a des Kelim qui ne deviennent pas cachés, qui se mélangent, etc. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil, une dame qui a oublié son couteau à la fin de ménage, a mis les couteaux de lait dans la machine à laver la vaisselle, viande. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait pour cachériser? Est-ce qu'il faut tout cachériser? Comment ça fonctionne? Cette année, on a eu l'occasion d'en parler. Cette année, on était confinés à Pessah. Beaucoup de personnes n'ont pas pu acheter de la nouvelle vaisselle. Donc, c'est la première fois que je voyais tant de gens qui ont pris leur vaisselle Hametz et qui l'ont cachérisée. Donc, on va rentrer dans les détails de cela, que vous sachiez comment ça fonctionne à tous les niveaux. Au niveau des fours, des casseroles, des kélim, tous des kélim qu'on peut, et les matières, soit des matières en fer, en aluminium, en bois, en porcelaine. On va essayer de passer ça en revue et voir comment faire pour, le cas échéant, si vous avez un jour l'occasion de cachériser une vaisselle, ben, savoir le faire. Et ça peut arriver, hein, ça nous est arrivé une année en vacances, on s'est retrouvé sans vaisselle en vacances. Dans les VVF en France, il y a toujours de la vaisselle qui est impeccablement propre. Hein. Vous savez très bien, chez les Goyim, on dit les Nochim, ils sont capides à Nekiuta. Ils sont maquipides sur la propreté. Bon, il faut de chacun, il faut apprendre. Donc, leur vaisselle, leurs ustensiles sont parfaitement propres. Et donc, si on savait le faire, ça nous est arrivé, on a eu du monde, des invités, on a cachérisé leur vaisselle, elle est sortie neuve, impeccable et tout, cachérisé, propre, etc. Donc, savoir le faire. Alors, on va commencer par le Makor, on va partir du début. Vous êtes avec moi, messieurs, hein, c'est bon? Gérard, tout le monde est là? Oui, oui. Tout le monde est là, hein, on est presque une double minyan, presque. Alors, je vais commencer par le début, puis je m'arrêterai d'ici un quart d'heure, je m'arrêterai, poser deux questions, je vous ferai la deuxième partie. Donc, le passouk de la Torah est la chose suivante, de Omer el-Hazar Cohen. Et l'Hazar Cohen, c'est un passouk de la Torah qui dit El Anchea Tzava Abayin Milchama, tous les gens qui allaient en guerre, il leur a dit Zotrukat Torah Asher Tziva Hashem et Moshe, voici la Torah que Moshe il a demandé, Hashem a demandé à Moshe, Ach et Azav et Akesev et Atenechoshev et Abadil et Aufaret. Voici les matières que vous allez cachériser. Et comment c'est marqué dans la Kol Davar Asher Yavo Baesh, toute chose qui va dans le feu, alors Ta'aviru Baesh, Vetaher. Et ainsi, ça va devenir Tahor, ça veut dire Kacher. Ah, Bénida et Trata, ensuite il faut les tremper au migvé. À l'époque, hein, il faut les tremper au migvé aussi, les kélim des non-juifs.
Vekol asher yavo baesh, ta'aviru, chez l'eau yavo baesh, toutes les choses qui ne passaient pas par le feu, directement par le feu, alors ta'aviru bemaim. De là, en 2-3 mots, la Torah vous donne tous les principes de cachérisation. Donc, il y a 2 types de cachérisation d'ustensiles. 2 types. Je vais donner les mots. Il y a liboun et agala. Liboun, la chaîne de la benne, c'est porté au rouge. C'est le liboun, c'est blanc, mais porté au blanc, au rouge, ça dépend des métaux. Donc, tout ustensile qui aura avalé, qui aura absorbé une nourriture non cachère, ou bien une nourriture de lait et de viande. Hein, vous avez par mégarde, croyez-moi en tant que là, je vous garantis que j'ai fréquemment des coups de fil. On a par mégarde fait cuire du lait dans une casserole de viande, on l'avait. Bon, ça devient un soir. Si ce phénomène est arrivé avec de l'eau, avec un liquide, et si le phénomène est arrivé avec du feu, sans liquide, ce n'est pas du tout la même manière de cachériser. Si un ustensile a touché du issour sans intermédiaire de l'eau, ça veut dire vous êtes dans une maison, vous êtes dans une maison de vacances, il y a un barbecue dehors. Il y a des grosses fourchettes comme ça, des broches. Elles ont été en contact directement avec la viande non cachère. Premier cas, le feu. Tsilia. Afia. Afia, c'est cuire au four. Quand on fait cuire au four, en général, on peut faire cuire un liquide au four, mais en général, au four, on fait des gâteaux, on fait un poulet rôti, voilà. Vous avez un four dans lequel on a fait un poulet rôti, où on a fait rôtir de la viande sans liquide dans une casserole. Dès l'instant qu'on fait une cuisson sans eau, ça s'appelle ou afia ou tzlia, ou grillé ou cuit au four. Afia. Dans ce cas-là, le issour, il est rentré sans eau. Le seul moyen de cachériser le kéli, comme il est rentré sans eau, on ne peut pas utiliser comme moyen de cachérisation un liquide. Étant donné que c'est rentré sans eau, c'est nidbak, ça se colle, c'est une mouvla dans les kélis. Et la Torah nous dévoile dans le passouk que je viens de vous dire que le seul moyen de pouvoir cachériser ce kéli, ta'aviru baesh, ça veut dire, c'est pas compliqué, il faut le mettre dans des braises. Il y a des gens qui ont des gros fours avec des braises. Il faut absolument ces kélis, ces couteaux, ces broches, il faut les passer au feu. Vous pouvez allumer le barbecue lui-même avec des charbons et mettre les ustensiles en charbon. Vous pouvez prendre un gros chalumeau et passer au chalumeau tous ces endroits qui ont touché avec l'huisseau. Vous voulez qu'on vous offre un four tout neuf, tout beau, mais pas connu à des non-juifs. Vous voulez cachériser toutes les plaques. J'ai déjà parlé d'un fois des plafonds et puis des parois. Je parle des plaques qui ont été en contact direct avec leur viande, leur poisson peut-être pas cachère, on ne sait pas ce qu'ils ont mis là. Donc ils ont fait cuire, ou bien ils ont tout simplement fait rôtir de la viande, ou griller de la viande. Donc ils ont fait des cuissons sans eau. Toutes les parois, toutes les surfaces sont en contact avec ce issour sans eau, il faut les passer au chalumeau. Donc si on vous offre un four tout beau, les plaques, il n'y a pas 36 solutions pour les cachériser. Il faut les passer au chalumeau. Je parle bien des plaques qui ont été en contact direct. Et même les fours à pyrolyse sont apportés à 500 degrés, mais ce n'est pas l'iboun. Pas l'iboun. L'iboun, c'est vraiment que la tôle chauffe et devienne vraiment pratiquement comme une braise. De nos jours, les tôles sont de tellement bonne qualité que ça ne devient pas une braise, mais quand on insiste, ceux qui ont un peu l'habitude, on voit que ça blanchit un peu, d'ailleurs, comme on dit l'iboun, les labènes. Ça blanchit un peu, donc on voit que tout a brûlé. Ça, c'est le système de cachérisation avec le liboun. Si maintenant, la formule, c'est keborlo capoto, comme ça rentre, ça sort. Ça rentre sans eau, ça sort sans eau, avec un feu. Il y a un autre liboun qui s'appelle liboun kal. Ça s'appelle liboun faible. C'est porter, par exemple, une plaque à une température telle que si vous mettez un fil de l'autre côté de la plaque, il brûle. Beaucoup, beaucoup moins que l'iboun ramo. On peut dire c'est 200 degrés, disons. Imaginez que vous mettiez une plaque posée sur votre gazinière avec les feux allumés.
À partir de quand ça s'appelle l'iboun kal? C'est si de l'autre côté du feu, donc vous avez posé vos plaques sur le feu, sur la gazinière, de l'autre côté vous mettez un petit fil. Si vous voyez que le fil est brûle, c'est déjà l'iboun kal. C'est 200 degrés à peu près. Pourquoi je parle de l'iboun kal? Parce que l'iboun kal va nous servir dans des cas à la place, tachlif, en remplacement de la grappe. Alors je change maintenant. Deuxième partie. Marqué Asher lo yavo ba'esh, tous les ustensiles qui n'ont pas. Alors, Kebolo Kapolto, c'est rentrer avec de l'eau, tu sors avec de l'eau. Mais attention, vous avez pas fait la raison suivante. C'est rentré, on va dire, à 60 degrés, je mets l'eau à 60 degrés et ça sort. Non. Dans le type de bichoul, il y a le type, le feu directement, qu'on appelle l'iboun. Il faut prendre le l'iboun maximum. Quand on est dans l'eau, il faut prendre l'eau maximum. Ça veut dire, même s'il y a de l'eau qui est rentrée à 60, 70, 80 degrés, ce n'est pas bouillant, très chaud mais pas bouillant. Vous êtes obligé d'apporter cette casserole, ces ustensiles, à la température maximale avec de l'eau. La température maximale de l'eau, c'est 100 degrés. Bouillir de l'eau qui bout, c'est 100 degrés, comme c'est connu. D'accord? Donc, imaginons, on est pris une tasse de café du côté viande, on a mis du lait bouillant dedans. On va la cachériser. En supposant que la tasse, elle est dans une matière cachérisable. On va dire qu'elle est en fer. Allez, on parlera des matières après. Donc, il faut absolument que cette tasse-là soit portée à la température maximum. Donc, il faut que ça boue. Il n'y a pas 36 solutions. Hein, si vous avez fourchette, cuillère, etc., casserole de viande dans laquelle on a mis du lait, ou bien casserole où il y a du lait qui est tombé. Récemment, j'ai eu ce problème-là par mégarde. Donc, une personne avait pris le lait mouillé, il s'est brûlé, donc il a lâché la casserole, le lait est tombé dans la marmite de viande. Donc, ça va khalab dedans, il faut cachériser l'ustensile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, vous prenez votre casserole. Alors, je commence à rentrer dans les détails. On attend 24 heures jusqu'à temps qu'on rende le keli eno benyomo. Pourquoi? Parce que si le keli est benyomo, ça veut dire que vous le cachérisez dans les 24 heures qui suivent la blia du issour. Que le issour soit ait pénétré le keli. Alors, au moment où vous avez le issour, il va sortir dans l'eau, il va re-rentrer. Il est encore l'histoire, il a toujours un bon goût. C'est au bout de 24 heures qu'il s'auto-détruit. Il devient un notentam livgam, il devient un goût pas bon. Donc, si vous le faites pendant les 24 heures, c'est problématique. Je vous dis quand même un petit. Dans l'urgence, si ça vous arrive une fois, ça arrive pour les traiteurs, les restaurateurs. Des fois, les traiteurs ils prennent une salle le dimanche et les non-juifs vont utiliser la salle le samedi soir. Donc, il y a moins de 24 heures. Est-ce qu'on peut trouver une solution pour cachériser des kélim qui sont benyomo, qui sont dans les 24 heures? Il y a des solutions. Il faut mettre dans l'eau un produit apogème. Un produit, le shronaour, c'est le rapport de la cendre, on met de la cendre. De nos jours, on peut imaginer qu'on met de l'eau de javel ou un produit quelconque qui va donner un mauvais goût dans cette eau. Donc, tout le issour, même que le issour est benyomo, il va sortir dans l'eau, mais il va prendre un tam pagoum, il va prendre un mauvais goût du fait que vous le mélangez avec, si vous mettez de la soupe caustite ou un calme à plus forte raison, mais sans aller si loin, vous mettez un produit qui est pogem, et donc tout ce qui va sortir, ça sera pagoum, et donc on peut cachériser à l'intérieur de 24 heures. Bon, c'est des cas extrêmes, hein, c'est pour les professionnels en général. À la maison, on attend 24 heures. Bon. On attend 24 heures. Et on cachérise ces kélim de viande. Donc, si c'est un kéli de viande qui a pris du lait, vous cachérisez dans une marmite de viande. Une fois que vos kélis vont attendre 24 heures, vous prenez la marmite, ça vous allez voir. Vous prenez fourchette, couteau, etc., qui sont dans des matières cachérisables. J'en parlais tout à l'heure. Prenons le cas classique, couteau, fourchette, cuillère, tout en fer d'un seul tenant. Grosse marmite, pour un précis d'eau, faites bouillir de l'eau. Une fois que l'eau a bien bouilli, il faut que ça boue. Des bulles. À barbouotte. Vous mettez vos kélim qui ont attendu 24 heures, bien propres, qu'on a nettoyé avant. Vous laissez quelques secondes, pas beaucoup. Vous attendez juste quelques secondes, il y a le bouillonnement qui reprend. D'abord, il a baissé un peu à cause du froid.
que vous avez ajouté. Vous enlevez fourchette, couteau, cuillère. Vous les passez sous le robinet à froid et c'est cachérisé. Très simple. Si le couteau en question il est fait de 2 pièces, là il y a un petit problème, c'est que on craint toujours que quand la lame du couteau est enfoncée dans le manche, ou bien pareil, des fois il y a des cuillères, des fourchettes comme ça en 2 pièces, on craint que dans les interstices, il y ait des petits résidus de issour qui restent. Dans ce cas-là, la gala ne peut pas enlever. La gala ne fait qu'enlever ce qui est rentré à l'intérieur du couteau. Qu'est-ce qu'on fait pour enlever ces petits éventuels résidus? Eh bien, là, il n'y a pas 36 choix, il faut le brûler. Parce que la gala enlève le balois, ce qui est avalé, mais il ne le brûle pas, hein, le bain, ce qui est ici. Alors, pour le brûler, il peut y aller. Ou bien prenez un chalumeau délicatement et vous brûlez l'interstice. Pour prendre, allez laisser votre gazinière allumer, le feu allumé. Il y a une dame qui a fait ça récemment, elle m'a dit ça marche bien, bon. Elle a mis ses couteaux, hop, et la partie de l'interstice, ça a brûlé, donc ce qui pouvait éventuellement être là-bas. Bon, elle m'a dit qu'il y avait une espèce de liquide qui coulait. Je pense que ça devait être la colle qui avait collé les 2 parties. Bon, il n'y a pas de choix. Hein, donc, c'est comme ça qu'on procède. Ensuite, on continue. Donc, ma marmite, donc, elle a pris du sourd avec bichoule, avec de l'eau. Comment je vais faire pour la cachériser elle-même? Si je trouve une grosse marmite à la maison, dans laquelle je peux introduire cette marmite qui est devenue la soura, le mieux c'est ça doit être une plus grosse. Bon, mais vous pouvez prendre plus grosse. Finalement, la plus grosse, elle n'aura pas une plus grosse qu'elle. Donc, comment faire pour la plus grosse elle-même? La plus grosse elle-même, qui est devenue non cachère, la grosse 30 minutes, disons, vous la remplissez à bord. Écoutez bien. C'est le système, vous avez certainement entendu, qui s'appelle le système de Even Melouban. Even Melouban. Vous prenez de l'eau. Si vous l'allez vite, vous pouvez par exemple faire chauffer de l'eau dans une bouilloire déjà, dans le koum-koum. Une fois que c'est bien chaud, vous le versez dans votre marmite. C'est pour gagner du temps, hein, ça ne cache rien. Pour gagner du temps. Comme ça, l'eau est déjà bien chaude. Avec la bouilloire, ça va très vite. Vous remplissez à ras-bord votre marmite et vous laissez bouillir. Mais il faut absolument un temps pour que ça cachérise le bord de la marmite, pour que ça déborde. Pour déborder, on a l'habitude d'utiliser ce que le Shulchan Aruch le rappelle, Even Melouban. Prenez une pierre, si vous avez une pierre en silex que vous trouvez dans la rue, ou si vous ne le trouvez pas, prenez une cuillère, tout simplement, une cuillère que vous avez chez vous. Mettez la cuillère sur le feu. Quand elle est bien chaude et que l'eau est en train de bouillir, alors imaginez un peu la scène. Il y a l'eau qui est en train de bouillir sur la gazinière. Sur un feu à côté, il y a ma fourchette ou ma bière qui est en train de bien bouillir. Quand la pierre est bien brûlée, attention, attrapez-la avec une serviette, on risque d'avoir des soucis. Donc, vous l'attrapez avec une serviette et vous jetez la pierre dans la grosse marmite qui est en train de bouillir. Ça déborde. Dès l'instant que ça déborde, votre marmite est cachérisée. Vous la prenez. Pour les dames, que les dames demandent au mari, hein, ça peut être un peu compliqué. Vous jetez rapidement toute cette eau et vous passez votre marmite à l'eau froide, énigmar, et c'est frais, c'est cachérisé. Voilà. Donc, tout ce qui est passé par le feu, c'est le chalumeau. Tout ce qui est passé par l'eau, c'est la gala. Voilà, c'est pas compliqué. Il faut le savoir. La gala, donc, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'il faut faire déborder. Tous les couteaux, c'est très facile. Vous pouvez les mettre de côté. Quelquefois, à la maison, on a toujours 2-3 couteaux fourchettes qui traînent parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Quand vous en avez quelques-uns à cachériser, vous prenez une marmite, vous faites bouillir de l'eau, vous mettez vos couteaux dedans et c'est fini. Maintenant, je vais vous répéter, c'est l'occasion maintenant qu'on est allé au fond des choses. Une halakha sur laquelle j'ai allongé la dernière fois pour cachériser les fours. Un four qu'on veut, qui est télé, par exemple, on veut en viande, à titre exceptionnel, on peut le faire. Rappelez-vous ce que j'avais dit, vous allez mieux comprendre maintenant, après les akdamot, après les introductions que je vous ai faites aujourd'hui. Quand vous avez un four, si vous portez le four à température maximum, si c'est la pyrolyse, c'est tant mieux. Même la catalyse, ça monte à 200 degrés au moins. Donc, toutes les parois du four subissent l'iboun kal. Une chaleur très très forte, plus forte que les 100 degrés de la gala. Donc, écoutez bien le point, c'est très pratique. C'est le fameux liboun kal dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire un liboun, c'est du feu, sans eau, mais moins fort que le chalumeau. Le chalumeau, c'est le feu lui-même, ça peut monter à 1000 degrés. Si on va dire 200 degrés, le four il va à 200 degrés,
la pyrolyse, ça va jusqu'à 500. Donc, toutes les parois du four, ainsi que le plafond du four, ils ont appelé quoi? C'est très très rare que de la viande non cachère touche les parois ou le plafond. C'est en général sur des plaques. Donc, les parois, c'est connu, les poskim nous disent, on n'ont fait qu'avaler que de l'Asie, de la vapeur. La vapeur, c'est de l'eau. Donc, regardez tout le raisonnement, comment je le fais. Donc, c'est de l'eau. Dans la mesure que c'est rentré avec de l'eau, c'est comme il suffit de faire un gala. Donc, à la limite, il faudrait prendre des parois du four et les mettre dans une marmite. Mais je n'ai pas besoin de faire ça, puisqu'on a vu que l'iboum kal, c'est mieux que Agala. Donc, quand vous mettez le four à température maximum, vous avez sauvé, vous avez cachérisé les parois du four. Extraordinaire. Ah, il vous reste quoi? Les parties du four qui ont été en contact direct avec le issour. C'est-à-dire les plaques, des fois il y a des grilles, etc. Là, c'est sûr que la pyrolyse ou la catalyse ne suffisent pas. Ça, comme j'ai dit la dernière fois, rappelez-vous, ou vous achetez du neuf, ou vous passez au chalumeau, ou en attendant mieux, vous pouvez recouvrir avec une plaque, avec une feuille d'aluminium. Voilà. Et donc, ça maintenant, vous avez mieux compris tout le système, le mécanisme des choses. Il peut arriver parfois que, regardez le cas, une personne m'a appelé, m'a dit, elle a fait cuire, elle a fait bouillir du lait. Bon. Ensuite, elle a eu l'idée de prendre une grande casserole de lait. Elle avait une autre casserole à côté, elle l'a versée dans une deuxième casserole. Pour ramener, il y avait dans une autre pièce. Il s'est trouvé que la deuxième casserole, c'est une casserole de viande. Mais on n'a pas fait cuire ou bouillir du lait dedans. On a juste versé le lait bouillant de la première casserole de lait. Non, qu'est-ce que je dois faire? Je dois nettoyer, attendre 24 heures, les faire bouillir, etc. L'idée, c'est beaucoup plus simple. Par précaution, vous allez quand même attendre 24 heures, mais vous n'êtes pas obligé de mettre à rabord, de prendre une pierre et de verser, etc. Pourquoi? Parce que le lait bouillant est rentré dans la casserole de viande qui était froide, béhirouille, c'est un jet chaud ou bouillante qui est tombé dans une marmite froide. Donc, nos sages nous disent, nos kharam nous disent que le hirouille Mikel Rishon, il émet vachel ou les nichnas maximum que des clipas, on va dire 1 millimètre. Donc, comme on a expliqué tout à l'heure, kebolo capoto, comme ça rentre, ça sort, vous prenez une bouilloire, c'est beaucoup plus facile là. Vous prenez une bouilloire, vous faites bouillir la bouilloire, et quand l'eau bout, vous versez l'eau bouillante de la bouilloire sur cette marmite. Étant donné que le lait est rentré dans la marmite de viande, rien qu'avec le système de hirouille, du chaud qui est tombé sur du froid, il suffit de faire la même chose, de verser de l'eau bouillante sur votre marmite, même froide, sans pierre, sans rien du tout, et c'est cachérisé. Et c'est comme ça avec Al-A. S'il y a un Kéli qui a pris du Issour dans Kéli Chéni, on peut le cachériser dans Kéli Chéni, Kéli Chichi, Chichi. Bon, en général, on ne se casse pas la tête à faire tout cela, on prend une casserole, on fait tout dans Kéli Rishon. Mais des fois, c'est très pratique. Je vous donne le cas. Il est arrivé une fois que la casserole de lait est tombée, elle a éclaboussé toute la cuisine. Bouillant. Donc, tous les kélim de viande étaient contaminés par ce lait. C'est compliqué. Alors, j'ai dit, c'est pas si compliqué que ça. Votre lait, il a tapé sur des marmites, sur des kélim, etc. Mais les marmites en question étaient froides. Donc, elles ont pris du lait bouillant, qui sont tombés sur de la vaisselle froide, de viande froide. Donc, c'était Hiroum et Kéli-Rishon. J'ai dit, alors, vous allez prendre votre koumkoum ou une bouilloire, très simple. Et quand l'eau est bout, ben, vous allez verser cette eau bouillante sur les kélim qui ont pris la goutte de lait. Chose qu'on ne peut pas faire d'habitude. Parce qu'en général, on a fait cuire le issour directement dedans. Donc, on est obligé de prendre, remplir et de faire déborder. Mais là, étant donné que c'est du lait bouillant qui a éclaboussé des surfaces froides, donc elles sont rentrées maximum qui est des clifas, juste un petit millimètre. Donc, il suffit de faire kebolo capoto, comme j'expliquais. Comme c'est rentré en versant du chaud sur la vaisselle froide, eh ben, on cachérise en versant de l'eau bouillante sur cette vaisselle froide. Messieurs, est-ce que je suis clair? Allez, posez-moi des questions. J'ai une petite question, Rav Zerbi. Allez. Là, ça vient de se passer à l'instant. J'ai coupé une quiche kralavi avec un couteau bassari. Vous avez coupé quoi avec un couteau bassari? Une quiche kralavi, mais froide. Hein. Alors, c'est très bien cette question. Alors, comprenez bien tous qu'à froid,
il n'y a pas de pénétration de l'issour. D'accord. Donc, si la quiche était froide, elle n'a pu que salir votre couteau de manière superficielle. Ok. Donc, vous prenez votre couteau, vous prenez un bon produit, décapant, vous le nettoyez, enigma. Il n'y a plus rien à faire. Ah, d'accord, ok. Et la quiche elle-même, si le couteau était propre, en général, il est propre. Donc, il n'a pas du tout contaminé votre quiche, il est complètement cachère. Si maintenant, disons que le couteau est sale, voilà, Nagui, qu'on a coupé un morceau de viande, Non, non, c'est un couteau propre. disons, voilà, on va prendre, scénario catastrophe. On a pris un couteau sale, mais froid. Alors, il y a au pire une petite tira, comme on dit, un peu de résidu. Juste vous enlevez un petit minute, vous grattez un petit peu votre quiche dans l'endroit de contact du couteau et c'est cachère. D'accord. Et la deuxième, c'est pendant Shavuot, sur la plata classique de Shabbat Basari, est-ce qu'on peut, avec de l'aluminium recouvert, est-ce qu'on peut mettre comment dire, J'ai bien compris votre question. Elle m'a été demandée plusieurs fois. Ah, pardon, non, mais moi je le fais parce que j'ai déjà demandé, mais ma femme me redemande lui, alors je redemande. Pas de problème, alors c'est bien. Chazorba ve Chazorba. Hein. De toute façon, Voilà. je ne sais pas pourquoi les femmes, quand on leur donne des terribles, elles ne sont jamais contentes. Je ne sais pas pourquoi, elles ont peur, c'est comme ça. Alors c'est bien qu'elles entendent arabe, comme ça elles sont rassurées. Ah, voilà, c'est pour ça. Si vous prenez, faites attention, j'ai déjà dit à Yom Tov, on n'a pas le droit de couper le papier aluminium. Hein. Vous coupez le papier aluminium avant Yom Tov. Oui, non, c'est pas sur la plaque, c'est des kélim recouverts, des barquettes alu à l'envers où on mettra les quiches halavi dessus. Voilà, c'est ça. Oui. Pourquoi à l'envers? Vous prenez un morceau d'aluminium, vous le mettez sur la plaque. Pourquoi à l'envers? Moi, j'ai jamais mis, j'ai eu peur de toucher. Ah, mais ça veut dire. Ah, à même la plaque pendant Yom Tov. Ah, mais la plaque, vous avez votre plaque shabbatique, vous avez un grand morceau de papier aluminium, vous avez mis de côté, prenez un peu épais quand même, parce qu'il risque de se déchirer. Prenez si possible, sinon vous en mettez 2 couches. Vous les préparez à la. Non, je ne peux pas mettre l'aluminium de Shabbat, de Pessah, je veux dire, j'en ai plus. Mais je vous dis, préparez de l'aluminium avant. Il faut en mettre 2, alors. En mettre 2. Oui, 2, ou même plus, quoi. Mais c'est des papiers aluminium, c'est des papiers aluminium qu'on préparera jeudi, Bezrat Hashem, avant la fête. Papier aluminium, quoi? Shabbat, quoi. Ouais, pour les mettre vendredi. Oui. Vous les mettez quand vous voulez. Carrément, ok, d'accord. Okay. Vous pouvez le mettre quand vous voulez. Donc, si vous en avez en réserve, si vous avez pas le vendredi à faire chauffer une au fromage, vous gardez vos morceaux d'aluminium, vous le mettez là-bas, vous mettez le gâteau au fromage dessus, aucun problème. Ah bon, d'accord, c'est encore mieux alors. Oui, Rav, j'ai une question. Par rapport à ce qui vous par rapport à ce que vous a dit, vous prenez du papier aluminium, mais le papier aluminium, vous le mettez sur la plaque, ça va être chaud. Mais est-ce qu'il n'y a pas une transmission de la plaque au papier aluminium qui va être boléa? Alors, il y a un principe, écoutez bien, il y a un principe que quand 2 casseroles, c'est le din de Shtekderot, c'est un din dans le Shulchan Aruch clair, vous collez une viande de lait et que l'endroit de contact entre les deux, il est sec. La nourriture qui est le lait qui est dans la casserole de lait ne peut pas traverser l'épaisseur de son liquide, de sa casserole, et rentrer dans la casserole d'à côté. Elle ne peut pas faire les deux. Si c'est mouillé, il y a un conducteur, oui. Mais si c'est sec, il n'y a pas de problème. Donc, si je mets du papier aluminium sur la plata elle est sèche. En supposant qu'il y a de la viande dans la plata, disons qu'il y a du goût de viande dans la plata. Ce goût de viande dans la plata ne peut pas sortir de la plata, traverser le papier alu et rentrer dans votre quiche. Vous voyez, il ne peut pas faire les deux poulottes. Sortir d'un kéli et rentrer dans un autre, il ne peut pas faire ça. Oui, mais le contraire, c'est-à-dire vous allez mettre un gâteau au fromage. Et est-ce qu'il ne va pas toucher la plaque qui va faire que la plaque ne soit pas… puisque non, ça va être mouillé quand même. Encore une fois, le gâteau au fromage, il n'a pas la force. Si de l'autre côté du papier aluminium, il y avait de la viande, disons. Il y a de la viande, du papier aluminium dessus et du fromage dessus. Alors oui, le fromage, il va traverser le papier aluminium, il va rentrer dans la viande.
Mais si la viande a de la plaque de viande seulement, c'était du métal, elle ne peut pas rentrer dans la plaque. D'accord. Bon, Excusez-moi, Rav. Oui. Rav. Oui. Juste pour finir, une fois qu'on a mangé halavi, je dois rechanger la viande pour remettre le repas de viande après ou je peux laisser la même chose? Il faut faire attention quand même. Ce n'est pas pire qu'une nappe. Hein. Quand on en a mangé sur une nappe halavi, on change de nappe. Non, d'accord, c'est clair. D'accord, il n'y a pas de problème. Ah oui, il faut changer. À chaque fois, il faut changer l'aluminium. Ça ne coûte rien et ça peut servir. Très bien. Voilà, Okay, j'ai une question. Excusez-moi. Pas de problème. Rav, Oui. tout à l'heure, vous avez dit que, par exemple, dans une cuisine, la casserole de lait, elle est tombée, elle a éclaboussé tous les kélim. Donc, comment on va faire? On va cachériser la partie, mais la partie extérieure ou la partie intérieure? La partie qui a été éclaboussée. Elle a éclaboussé, en général, c'est l'extérieur, et des fois ça peut tomber à l'intérieur, mais imaginons que c'est à l'extérieur. Alors, il y a les deux. Encore une fois, si le lait qui a éclaboussé, il n'a touché que l'extérieur de la marmite, viande froide, je dis bien froide, hein? Donc le lait bouillant qui a touché une partie de votre casserole de viande froide, il suffit de verser de l'eau bouillante sur l'endroit de contact avec le lait, c'est tout. Voilà. Mais dans le cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? Dans le cas de doute, on ne sait pas si c'est rentré à l'intérieur. Si vous ne savez pas, il n'y a pas le choix. Mais c'est quand même une grande économie de temps, parce que si je vous dis à Gala, c'est grosse marmite et faire bouillir et ben, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment prendre la boire, vous la remplissez, vous versez partout. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Très bien. Mais alors, imaginez que c'est rentré à l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire ça touchait et l'extérieur et l'intérieur. Comment on fait? Vous n'êtes pas obligé de remplir la marmite et de faire bouillir et d'ajouter la pierre de tout à l'heure. Vous prenez le koum-koum ou une bouilloire et quand l'eau elle bout, vous versez de l'eau bouillante à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord, les deux. D'accord. Oui, si c'est rentré à l'intérieur et à l'extérieur. C'est clair? Oui. Bon. Alors, maintenant, on a parlé donc des méthodes de cachérisation. Maintenant, les matières cachérisables. De manière générale, alors je vais vous donner les matières cachérisables. Les métaux sont cachérisables. L'or, l'acier, l'aluminium, tout ça, c'est cachérisable. Le bois brut, si vous avez des ustensiles, il y en a qui ont des pilons comme ça en bois brut, vraiment en bois brut,